Alors, ça s'est passé bien, ce tournage? Oh, c'était une apparition amicale parce que pour dire un mot sur Anna Karina, j'ai rencontré Anna Karina beaucoup plus tôt parce que quand j'étais rédacteur en chef des Cahiers du cinéma, donc il y a quelques années, au début des années 90, on avait fait un numéro spécial Godard, et à l'époque, Anna Karina avait peu parlé de cette époque où elle a tourné un certain nombre de films avec Jean-Luc Godard. Elle a vécu avec lui, bien sûr, et j'avais fait un long entretien avec elle. Cette fois, c'est vraiment au début des années 90, et voilà, comme j'ai rencontré, voilà, on est resté en contact, et je lui avais demandé de faire une petite apparition dans ce court-métrage. Voilà. Très bien. Alors, bon, première réaction, enfin, tu connais ce film évidemment par cœur. Il est vraiment exceptionnel, je trouve. Hein. Bon, même s'il y a des moments où on peut rire, enfin, des choses qu'on trouve un peu trop gros comme des ficelles, mais en même temps, c'est l'aspect un peu taquin de Godard, quand même. Hein. Il y a un humour toujours chez Godard. Alors comment a-t-il imaginé ce film? Parce qu'on dit voilà, on dit la chose suivante. On dit il trouvait très très intéressant le personnage de Lemmy Caution. Il aimait bien Eddie Constantine, qui au passage est d'abord un chanteur qui a été révélé par Piaf en France, qui a d'abord fait beaucoup de disques, et puis qui ensuite, comme il avait une gueule, il a fait des films de série B, comme on le dit. Et là, il était un peu au creux de la vague, comme on raconte, et Godard dit, on va lui demander de tourner ce film, donc une nouvelle aventure d'Amy Caution, et il donne comme principe à son scénariste, fait un western. C'est ça. Bon, peut-être on peut dire un petit mot avant de répondre de façon, disons, directe à ta question. Déjà, il avait rencontré Eddie Constantine sur le tournage du film d'Agnès Varda, Cléo de 5 à 7, où dans lequel, si vous l'avez vu, il y a un petit film à un moment donné, une espèce de petit film muet qui ponctue le film, dans lequel Godard et Karina apparaissent, et il y a également Eddie Constantine qui fait un petit rôle. Donc, ils s'étaient rencontrés là, et avant de faire Alphaville, il avait tourné un court-métrage avec Eddie Constantine dans un film à sketch, donc qui s'appelle Les 7 péchés capitaux, et le sketch c'était La paresse. Voilà. Donc effectivement, il est arrivé sur cette affaire ensuite par ce biais-là. Et pour resituer aussi l'époque, Godard tournait à l'époque 1 à 2 films par an, ce qui était quand même un rythme très très soutenu. Et il venait de faire 2 films qui avaient été tournés très très vite, qui étaient d'une part Une femme mariée, d'autre part Bande à part. C'était des films qui avaient pour l'un d'entre eux d'ailleurs été interdit, en l'occurrence, enfin en tout cas qui avait des problèmes assez sérieux avec la censure, qui était Une femme mariée, un film sur l'adultère. Et il s'est retrouvé, je crois, à rencontrer un producteur dont j'ai oublié le nom. Je crois qu'il s'appelait Alexandre Michelin ou quelque chose comme ça. Michelin, oui. Voilà, c'est ça, c'est Michelin. Le fils de l'industrie. Tout à fait, voilà, c'est ça. Et qui a eu cette espèce de proposition. Je trouve que, alors effectivement, on dit aussi que Godard aime bien prendre les acteurs, et c'était peut-être le premier avec lequel il a fait ça, des acteurs, les stars, quand ils sont un peu au creux de la vague, comme tu le disais. Il a fait plus tard avec Delon, à l'époque de Nouvelle Vague, Depardieu, Johnny Hallyday dans Détective. Enfin bon, donc c'est le premier. Mais je pense que là, il y avait pas simplement un acteur qui était une star qui était un peu au creux de la vague, mais aussi un amour assez, enfin un amour, en tout cas un intérêt ou une affection, je dirais plutôt, assez forte envers ce personnage qui représentait ce que Godard a toujours défendu finalement aussi dans sa période critique, c'est-à-dire quand même aussi un peu la série B, comme tu disais. C'était Lemmy Caution qui était de fait un personnage de fiction très célèbre en France, et du coup, je crois qu'il a eu envie à la fois de faire un film de série B lui-même et en même temps un film de série B qui quand même raconte quelque chose de finalement, je trouve que c'est un des films de Godard d'ailleurs qui dit les choses les plus littéralement, alors que parfois on peut accuser Godard d'obscurité, de noyer le poisson et tout ce que vous voulez. Là, il y a quelque chose finalement qui est très direct et qui d'une certaine façon parle encore aujourd'hui aussi pour cette raison-là, me semble-t-il. Donc c'est vrai qu'Eddie Constantine, c'est la créature dont il s'empare, et je crois qu'Eddie Constantine en a été d'ailleurs extrêmement ravi, parce que ça lui a permis de trouver une autre façon de faire du cinéma, et puis après de tourner également avec Fassbinder plus tard, qui prendra Eddie Constantine parce qu'il l'aura vu chez Godard. Et puis il tournera à nouveau avec Godard sur l'Allemagne. Dans les années 80. 90 Oui, 90, Allemagne de zéro, exactement. Tout à fait. 0, ouais. Non, c'est un film excessivement construit. Hein. Je sais pas, alors, il est tellement... Enfin, moi, je l'ai revu la première fois. Il est tellement plastiquement beau. Il y a une qualité d'esthétique. Je ne sais pas par quel bout on va rentrer dans ce film pour le commenter, mais par exemple, commençons par l'image. Quand même, l'importance du flash
qui est surpuissant dans l'appareil photographique de Lemmy Koshian, parce que un vrai flash ne fait pas autant d'éclairs, mais il y a ça qui est important. Il y a les néons qui clignotent. Il y a évidemment le sigle sous-sol SS que Godard reprend régulièrement quand il parle d'un système totalitaire. On le retrouve dans Pierrot de Fou avec Esso, dans la marque d'essence. Il ne garde que les deux S. Bon, c'est quelque chose de très très fréquent chez lui. L'incroyable qualité aussi des citations cinématographiques qu'on trouve dans ce film et des citations littéraires. Alors, le grand livre que Godard venait de lire et qui l'a vraiment bouleversé, qui lui a permis de réfléchir à la philosophie de son film, c'est-à-dire à la réflexion critique de la technique et de l'ordinateur, c'est le livre de Georges Bernanos, la France contre les robots, qui est un livre qui est publié en 1946. Du reste, il y a plusieurs citations du texte de Bernanos dans le film. Et puis, il y a quand même cette espèce de qualité de la réflexion sur les mots, car en fait, c'est un film sur les mots, d'une certaine manière. Et j'anticipe sur la fin de ce que je compte te poser comme question tout à l'heure. C'est comment ce film-là serait peut-être le premier élément d'un film suspendu, j'allais dire, dont l'aboutissement serait Adieu au langage. Bon, pour tout le monde. Est-ce que vous avez vu Adieu au langage ou pas nécessairement? Bon, le dernier Godard, en l'occurrence, jusqu'à nouvel ordre. Alors, le dernier Godard est né en 1930. Il tourne ce film en 1964. Anna Karina est née en 1940. Donc c'est facile à se rappeler. Et tu disais, il tourne 2-3 films par an. Mais quand je regardais sa filmographie, il dépasse les 100 films aujourd'hui. C'est quand même considérable comme œuvre, et une œuvre majeure. Alors, je ne sais pas par quel bout on rentre. Tu veux rentrer peut-être par la lumière, parce que la lumière, c'est assez important, ouais. Parce que c'est quand même une lumière très particulière, effectivement, avec l'importance des flashs, l'importance des signaux lumineux, qui est quand même aussi très lié au changement de la ville. Enfin, l'apparition, me semble, je suis pas spécialiste comme toi, mais en tout cas, j'ai le sentiment que c'est très contemporain. Et non, ce que je voulais dire sur la lumière, c'est que apparemment, et c'est d'ailleurs quelque chose qu'il a reproduit beaucoup plus tard, il voulait tourner sans lumière artificielle, c'est-à-dire sans lumière extérieure, sans projecteur, et bon, ce qui est très difficile, surtout quand on tourne la nuit, comme c'était le cas pour ce film pour une grande partie du temps, en tout cas pour les extérieurs, et en même temps, ça a donné à cette... alors je pense que quand même, il y a eu quelques sources de lumière extérieure, malgré tout, qui sont venues un peu nourrir la chose, mais ça donne cette ambiance très spécifique, très charbonneuse, ce noir et blanc extrêmement charbonneux, qui me paraît être une des... Enfin, moi, qui je trouve est quasi unique dans l'histoire du cinéma. J'ai rarement vu un noir et blanc de comme ça, très sombre, avec une épaisseur comme ça. Et puis, ces signaux de lumière, ces halos de lumière qui arrivent tout le temps comme ça. Ça structure vraiment le film, je trouve, de bout en bout, entre les scènes d'intérieur et les scènes d'extérieur. Bon, après, il y a le rapport. On peut dire aussi les sources de ce point de vue-là, cinématographiques, qui nourrissent quand même le film. À mon avis, c'est quand même un film très nourri par l'expressionnisme, alors allemand ou pas, mais probablement, quand on parle d'expressionnisme, il y a toujours quelque chose d'un peu allemand, c'est-à-dire quand même, voilà, avec même dans les thématiques, d'une certaine façon, la ville tentaculaire, quelque chose qui l'angoisse justement des individus vis-à-vis de la technique, vis-à-vis de la ville, ça vient quand même en partie de cette période des années 20 de l'expressionnisme allemand. Et l'autre source cinématographique qui est très importante parce qu'elle nourrit le film à différents niveaux, c'est Orson Welles, qui est une référence très très directe dans le film, à la fois parce qu'il choisit un acteur qui est un acteur qu'on a vu dans plusieurs films d'Orson Welles, qui est l'acteur qui joue le rôle de, je sais plus comment il s'appelle dans le film, au début, celui qui meurt au début dans la chambre sordide. Oui. Donc l'acteur s'appelle Hakim Tamirov, je crois que c'est Henry Dixon, donc citation de référence à Harry Dixon. Et Hakim Tamirov, on l'avait vu, vous pouvez le voir dans Monsieur Arkadine, dans La soif du mal et dans Le procès, qui était sorti il n'y a pas tellement longtemps avant de Welles. Donc c'est une citation vivante. Tu parlais de la musique, on y reviendra peut-être. La musique, elle est signée donc par Paul Misraki, qui est un personnage assez cosmopolite, qui a à la fois été le chef d'orchestre de Ray Ventura dans les années 30-40, mais qui a été également le compositeur de pas mal de films, mais notamment d'un film d'Orson Welles, Monsieur Arkadine. Donc tout ça se retrouve quand même dans des sources cinématographiques et qui nourrissent largement. On sait que Godard, de toute façon, la plupart du temps, surtout à l'époque, faisait des films à partir d'eux, c'est-à-dire, après c'est totalement personnel, mais c'est personnel à partir de références, à partir de signaux qu'il capte, bon, et tu parles de Bernanos, mais c'est Bernanos rencontrant un roman de série noire ou un roman de... Voilà, donc c'est ça qui est intéressant, cette espèce de mélange entre la haute culture et la basse culture qui est permanente chez Godard.
Et alors, il y a aussi, peut-être qu'on peut dire 2 mots sur l'éclairage, sur la qualité de la pellicule de l'époque, parce que toi qui es réalisateur, tu t'as tourné en numérique. Donc, on avait vu cette Oui, question. j'ai tourné un peu en pellicule quand même, parce que je suis pas si jeune, donc un petit peu quand même. Mais après, il fallait, pour avoir un rendu de cet ordre-là, il fallait de toute façon des pellicules extrêmement sensibles, ce qui a été de toute façon une évolution majeure dans le cinéma de l'époque, puisque comment dire, toute la nouvelle vague et le cinéma documentaire qui était attenant à ça a pu exister, enfin le cinéma direct plutôt tel qu'on l'a envisagé à cette époque, n'a pu exister que parce qu'il y avait des caméras plus légères, des matériaux de son qui étaient devenus de plus en plus et des pellicules surtout qui étaient devenues de plus en plus sensibles et qui permettaient de capter, de travailler à des lumières de plus en plus basses, ce qui avec le numérique aujourd'hui est beaucoup plus simple parce qu'au fond le numérique permet d'aller plus loin encore, mais à l'époque c'était quand même quelque chose de très particulier. Et donc il faut souligner évidemment l'apport du chef opérateur de Godard de cette période-là, qui a fait pratiquement tous ses films. C'était bien évidemment Raoul Coutard, qui est mort il n'y a pas tellement longtemps et qui a quand même travaillé dans des conditions souvent assez sportives, mais qui était un ancien reporter de guerre, donc effectivement qui était habitué à avoir. Mais cela dit, c'est un film dont anecdotiquement, dont le tournage a été plus compliqué. En général, Godard tournait très vite. Enfin, Godard avait des méthodes de travail très particulières. C'est-à-dire parfois il tournait très lentement. En général, il démarrait très lentement. Il refaisait 5 fois le premier plan dès le début, puis après il accélérait le rythme. Là, il a eu ça a été assez compliqué, un peu plus compliqué que d'habitude, pour des raisons justement souvent liées à l'organisation de plan de travail, les nuits, voilà. Il y avait aussi anecdotiquement, puisqu'on rentre dans les anecdotes, puis après je vais m'arrêter sur les anecdotes, c'était quand même aussi un film où Anna Karina et Godard venaient en réalité de divorcer. C'est-à-dire qu'ils étaient plus vraiment ensemble. En même temps, il y avait sans doute quelque chose qui les liait encore. Ils ont encore fait 2 films après, hein, Pierrot le Fou qui est le film suivant, puis ensuite Made in USA un petit peu plus tard. Donc le film est aussi structuré par souterrainement par cette relation qui est en train de se défaire et en même temps qui est pas entièrement défaite. Oui, enfin c'est même plus important que ça, puisque donc ils sont mariés en 1961, ils divorcent en 64, donc au moment du tournage du film, et c'est pas du tout par hasard si il y a Le Capital de la douleur de Paul Éluard qui est écrit en 1926, au moment où Gala le quitte pour Max Ernst. Donc il y a une certaine façon, comme toujours, c'est Godard, il y a des effets un peu en cascade, quelque chose appelle autre chose, entraîne autre chose, et donc comme tu le disais par rapport à la référence à Orson Welles, on a aussi la référence là à Paul Éluard qui est majeure, puisqu'il y a énormément de textes de Paul Éluard qui sont lus pendant le film. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui est permanent chez Godard. C'est un très très grand lecteur. On raconte dans les différentes biographies, je pense à celle d'Antoine Debec, mais enfin à d'autres, que Godard lit, quand il prépare un film, quand il est en train même de le tourner, il lit 2-3 romans par jour. Hein. C'est un énorme dévoreur dans tous les genres. Hein. Enfin, on ne sait pas s'il lit les romans en entier, parce qu'il a aussi la réputation d'être quelqu'un qui lit de façon un peu fragmentaire, qui lit jamais vraiment les choses il cherche quelque chose, mais il cherche beaucoup. Oui. Et il trouve la preuve. Alors, est-ce que, parce que c'est quand même assez rare dans les cinéastes de la nouvelle vague de faire de la science-fiction, même si pour lui il aurait refusé cette appellation. Il y a au moins 2 autres exemples, et notamment un exemple qui est très intéressant, c'est Fahrenheit 451, donc le film de Truffaut d'après Bradbury, qui est tourné à peu près en même temps. Juste après. Je crois qu'il est en tournage pendant que Godard... Ils sont en tournage à peu près en même temps, mais la production de Fahrenheit est beaucoup plus lourde et beaucoup plus chère. C'est un des films les plus chers de Truffaut de l'époque. C'est un film tourné en anglais, avec où Truffaut parle pas bien anglais. Enfin bon, voilà, il y a une complexité beaucoup plus grande de la production, mais c'est intéressant parce que de voir qu'il y a beaucoup de points communs entre les 2 films. Enfin, moi, je suis pas le seul, mais il y a un chassé-croisé Godard-Truffaut pendant les années 60 qui fait qu'on pourrait faire correspondre une bonne demi-douzaine de films, voire un petit peu plus les uns avec les autres. En tout cas, là, Alphaville et Fahrenheit, c'est très, très littéral. Et il y a notamment l'idée que le pouvoir de la poésie ou des livres est supérieur. Enfin, en tout cas, c'est par ça qu'on sera sauvé, qu'on sera sauvé de la technique et du totalitarisme. Donc, c'est quand même la même thématique, on pourrait dire, quand même, qui structure les 2 films. Et pour poursuivre sur la question de la nouvelle vague et la science-fiction, il y a un autre film 3 ans plus tard, qui est un film quand même qui appartient à la nouvelle vague, même si c'est quelqu'un d'un tout petit peu parallèle, c'est le film d'Alain Resnais qui s'appelle Je t'aime, où on a aussi, alors là dans un tout autre registre, une espèce de structure de science-fiction avec des experts. Mais enfin là, lui, c'est pour aller vers une dimension beaucoup plus mentale. Chacun finalement se sert, et c'est peut-être ça l'intérêt des genres quand ils sont utilisés par des cinéastes comme ça, chacun se sert du genre
pour faire ce qu'il a envie de faire et pour raconter ce qu'il a envie de raconter. Finalement, c'est comme les messages secrets dont parle, ou les messages codés dont parle Constantine dans Alphaville. Finalement, c'est un peu ça. Les gens, ça permet de faire passer des messages plus ou moins secrets ou plus ou moins codés, en tout cas. Non, mais ce qui est intéressant sur la proximité de ces deux films, effectivement, c'est que bien souvent la science-fiction essaye de décrire des conditions techniques tout à fait exceptionnelles. Ça va beaucoup plus vite, on contrôle tout, etc. On entre dans le cerveau des gens, etc. Et tous les deux, finalement, ont une position assez critique de la technique, du côté de Godard, beaucoup plus inquiète et voire même pessimiste que chez Truffaut. Mais dans les deux cas, c'est quand même la disparition du langage et la disparition des livres. Donc les hommes et femmes livres sont dans un no man's land à l'écart de la ville, où le pompier Montag surveille qui lit, et sinon il brûle systématiquement ses livres. Et là, chez Godard, on a quand même, c'est passionnant avec ce dictionnaire, donc la Bible, qui arrive tous les jours, où on indique les mots qui sont supprimés. Donc tendresse, caresse, amour, etc. Bon. Et Godard ne cesse que de jouer là-dessus. Et dans Adieu au langage, précisément, qui est son dernier film, on retrouve la même thématique, c'est-à-dire que on ne peut plus habiter le monde parce qu'on ne peut plus nommer les choses et les sentiments, d'une certaine manière. Et donc dans ce film qui est sur la technologie dite nouvelle, sur les SMS, sur les textos, sur l'envahissement total du numérique, il a cette expression fabuleuse que j'ai retrouvée dans ce film. Il dit, là c'est écrit, mais lui il le dit lui-même dans Adieu au langage, il dit « Qu'est-ce qu'ils ont tous ces gens à s'envoyer des SOS ?» Donc c'est bien ça, c'est que la fin du langage, c'est quand on ne peut plus parler, c'est quand on ne peut plus exprimer ses sentiments et qu'on ne peut plus qu'envoyer des SOS. Alors ça, je trouve ça quand même, pour une durée longue d'un cinéaste, donc 1965 ou 64 pour le tournage, 2014 peut-être. Oui, ou 13 même. Tu parles de Adieu au langage. Ouais, Adieu au langage. Oui, 2015, 14 ou 15, ouais, 14. Donc, voilà, donc ça fait 60... Non, ça fait 50 ans plus tard. 50 ans plus tard, il est dans la même continuité logique de cette réflexion sur le langage. Du reste, il ne cesse pas de jouer sur le langage, d'une certaine manière. Hein. Et même dans la formule mathématique, qui n'en est pas une, quand il met H- barre plutôt F égale M, c'est 2, ça veut dire homme-femme égale M, c'est 2. M, on s'aime à deux, c'est ça que ça signifie. Hein. Donc c'est la, comment dirais-je, le théorème de ce film-là. C'est aussi l'idée qu'on prend le langage au pied de la lettre, parce que Capitale de la douleur, c'est aussi Alphaville, c'est Capitale de la douleur, et donc ça va dans le même sens. Je voulais juste rajouter, c'est pas du tout, ça ne va pas dans, enfin c'est pas, ça va pas en contradiction avec ce que tu dis, mais ça va pas exactement. C'est juste sur la question de la science-fiction, et sur la question des décors, de la lumière, tout ça. Ce qui est quand même intéressant, peut-être c'est une chose à laquelle on va venir très vite, c'est qu'il choisit de faire un film de science-fiction dans lequel il n'y a aucun effet spécial, au sens technologique du terme. De la guerre des étoiles ou de... Oui, enfin, ou même de choses moins... à l'époque, c'était un peu plus fruste, mais enfin bon. Et il ne prend que des lieux qui existent réellement, c'est-à-dire qu'il ne tourne pas... Il tourne selon les principes, disons, on va dire, de la nouvelle vague, c'est-à-dire en décor naturel, avec des vrais lieux, pas en studio. Voilà. Il ne recrée pas une ville imaginaire ou un décor imaginaire. Il tourne que dans Paris, dans des endroits qu'on connaît plus ou moins. Enfin, il y a un endroit que je connais très bien, puisque j'en venais pour venir ici, c'est la Maison de la Radio, qu'on voit pas mal, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, d'ailleurs, et qu'on reconnaît quand même assez bien, parce que j'ai un peu vérifié cet après-midi. La piscine de la Porte Dorée. Voilà, et c'est intéressant parce que ce sont des lieux qui étaient à l'époque sans doute considérés comme un peu futuristes. En tout cas, la Maison de la Radio, c'est certain, qui venait quand même d'être construite très peu de temps avant, oui, c'est ça. Était inaugurée donc par De Gaulle, et qui effectivement permettent quand même, malgré tout, de créer un univers qui est quand même une espèce d'univers légèrement fantasmagorique, en tout cas où il y a un décalage avec ce qu'on pourrait supposer être la réalité. Donc je trouve ça assez fort parce que c'est assez rare. Je pense que c'est un des rares exemples dans l'histoire du cinéma d'un film de science-fiction où au fond il n'y a que des effets de réel qui sont déjà là, mais qui par la force du cinéma, par la force de la mise en scène, deviennent une espèce de projection dans un supposé futur. Bon, après avec Godard, il y a ce qui est toujours assez, je dirais quand même assez particulier à lui, parce que peut-être il est un des rares à l'avoir fait vraiment aussi sérieusement. Enfin, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est quand même ce mélange de grandes inventions
tension, de grand sérieux, puis en même temps de totale désinvolture, qui fait que dès qu'on dit quelque chose de vraiment sérieux, ce qu'on essaye plus ou moins de faire en ce moment, ça peut aussi être contredit par des choses qui paraissent presque dérisoires à l'intérieur du film. Bon, mais en tout cas, ce geste-là sur la question de la science-fiction et de la ville par rapport à plein d'autres films, c'est quelque chose de, oui, à mon sens, de quasi unique. Oui, alors en même temps, on ne fait que tout prendre en même temps parce que c'est indispensable. C'est vrai qu'il s'intéresse beaucoup au mouvement grave. Hein, le groupe de recherche d'art visuel, qui est à l'époque excessivement important, et puis qui va lancer la cinétique. Enfin, et puis en même temps, il lit Lovecraft. Enfin, on sait qu'il a toute cette nourriture-là, ce qui fait que dans le film, il y a sans cesse des citations. Quand les Mikochen, Natacha lui dit où tu veux aller, il dit voyage au bout de la nuit. Voilà. Donc c'est toujours sans arrêt comme ça. Ça devient un peu lassant à la fin parce que on essaye dans sa tête de dire où est-ce que j'ai entendu ça quand il reprend le livre La capitale de la douleur quand il est dans sa chambre et qu'il dit c'est mourir de ne pas mourir. Bon, c'est Thérèse d'Avila. Bon, donc on peut sans cesse retrouver le silence des espaces infinis mais frais, c'est Pascal. Voilà. Enfin, bon, effectivement. Alors, quand même au niveau d'un plan que j'avais pas vu les autres fois et là que j'ai trouvé absolument splendide, c'est le petit déjeuner qui se reflète dans l'écran de télévision. C'est un tableau de nature morte. C'est d'une beauté inouïe, non ? Oui, non, mais c'est très. De toute façon, ça, c'est la force de Godard, et c'est pour ça que ces films tiennent aussi au-delà même de tout ce dont on est en train de parler. C'est quand même la dimension plastique au sens, pas au sens pictural strictement du terme, mais enfin au sens de la peinture en mouvement. On pourrait dire au cinéma comme peinture en mouvement. C'est quand même quelqu'un qui a vraiment une invention plastique, je trouve permanente, qu'il soit en couleur, en noir et blanc, dans les années 60, dans les années 90. Et bon, il y a toujours ça qui est dominant, et c'est quelqu'un qui ne peut pas faire. Je me souviens d'une expression, je sais plus si c'est la phrase exacte de Jean Douchet à propos, mon critique bien connu qui a pas mal travaillé sur Godard. De toute façon, il ne peut pas faire laid. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire des choses moches, si on peut dire. C'est pourtant facile d'ailleurs de faire des choses moches au cinéma. Il y en a plein. C'est pas un problème d'argent. Hein. On peut faire des choses très belles sans argent et des choses très moches avec beaucoup d'argent. Donc lui, il a cet instinct, je trouve, plastique qui est permanent parce qu'encore une fois, il faut se replacer dans des contextes où les films sont tournés très vite, sans préparation maximale, sans budget. Le Mépris est un film un peu plus cher parce que bon là, ça prend un peu plus une autre dimension un peu plus internationale. Mais enfin, la plupart des films de Godard de cette époque, c'est vraiment des films faits avec très peu d'argent si on s'en réfère au budget de l'époque et même par rapport à aujourd'hui. Donc c'est quelque chose d'extrêmement frappant, effectivement. Alors, il y a l'Institut de la sémantique, il rentre dans ce bâtiment-là, parce que Godard, au départ, voulait avoir une séquence, comme il en a eu fréquemment avec des intellectuels qui sont interviewés dans le film. Brice Parrain dans La Chinoise, si je me souviens bien. Brice Parrain, c'est dans Vivre sa vie. Ah, c'est Vivre sa vie. C'est Francis Janson dans La Chinoise. Oui, c'est Francis Janson dans La Chinoise. Francis Janson, c'est ça. Donc il y a toujours un grand esprit connu, un intellectuel. Voilà. Et donc c'était Roland Barthes. Et puis le calendrier de Roland Barthes ne collait pas avec le tournage du film. Donc du coup, il n'y a pas eu la séquence des propos d'un intellectuel sur la sémantique. Alors du coup, il s'est dit, je vais prendre un comédien qui est un amoureux du texte. C'était Roland Dubillard. Et en fait, Roland Dubillard, comme vous le savez aussi, est un alcoolique notoire. Et donc, quand il est arrivé, il a commencé à boire. Et puis, quand on a commencé à tourner, il avait bu une bouteille entière de whisky. Et donc, il était incapable d'annoncer 2 mots. Donc, du coup, cette séquence n'a pas eu lieu dans le film. Ce qui fait que, du coup, on a la voix off de l'ordinateur central qui parle comme ça. Qui est assez d'ailleurs, qui est une chose, c'est d'un point de vue musical et sonore, c'est intéressant parce que bon, il y a la musique évidemment de Misraki dont on parlait, mais il y a aussi cette voix qui a marqué. Et il y a un compositeur, enfin un musicien, je sais pas comment l'appeler parce que je sais pas si on peut dire un compositeur au sens classique du terme, un musicien, disons, qui fait de la musique contemporaine ou post-contemporaine, j'en sais rien, américain, qui s'appelle David Shea, S-H-E-A, qui a fait toute une pièce sonore qui dure, enfin tout un album, tout un disque autour de la musique, enfin d'Alphaville, avec plein de citations comme ça, de samples de la voix, de bouts de musique, et puis qu'il a inventé tout ça, il a recomposé. C'est dire à quel point, moi j'ai toujours pensé que l'influence, ce qui est intéressant chez Godard, c'est que l'influence de Godard, elle est pas tellement, enfin elle peut être sur le cinéma, mais pas tant que ça, mais plutôt ailleurs, c'est-à-dire
sur effectivement des musiciens, des artistes plastiques au sens tous les sens du terme, peut-être des architectes, j'en sais rien. En tout cas, des gens qui ont avec qui pour qui le cinéma n'est pas a priori ce qui est dominant, mais la puissance d'attraction de Godard et de comme ça de circulation de ces formes, de ces idées fait qu'il a il a peut-être été davantage repris finalement par des gens extérieurs au cinéma que par les cinéastes eux-mêmes, malgré l'aura qu'il a. Alors, Georges Sadoul, donc l'historien du cinéma, disait il y a le pop art et il y a le god art. Donc ça c'est un compliment quand même, non? Ah oui, le pop art il est quand même présent dans le film parce que moi je trouve que on parle parfois du pop art, mais enfin la façon dont il utilise justement les phrases lumineuses, là les signaux lumineux, tout ça, et puis évidemment le côté un peu bande dessinée quand même du film par moment, enfin tout ce côté Lemmy Caution, Ivan Johnson, tout le côté un peu bric-à-brac de film d'espionnage ou tout ce qu'on voilà, les coups de pistolet, c'est la façon dont il crée des faux raccords permanents dans les scènes d'action qui sont jamais des scènes d'action, mais plutôt des espèces de tableaux vivants comme ça. C'est quand même quelque chose qui a beaucoup de liens aussi pour moi avec le pop art, même si Godard n'a jamais reconnu directement un lien. Bon voilà, mais c'est très en rapport, en tout cas c'est très en relation au même moment entre ce que peut produire le pop art et ce qu'a produit Godard effectivement. Alors, lorsque tu as fait ce numéro sur Godard, en tant que rédacteur en chef des Cahiers du cinéma, est-ce que c'était une espèce de réhabilitation de Godard? Parce qu'on a l'impression dans l'histoire des idées liées au cinéma qu'il a un destin en dents de scie. On l'apprécie, on le déteste, on le redécouvre. Dans les Cahiers du cinéma, c'était pas vraiment une réhabilitation, parce que les Cahiers du cinéma, c'était un peu sa maison quand même. Enfin, en tout cas, Godard ayant fait ses débuts, on va dire, aux Cahiers, et puis ensuite il est devenu cinéaste, et les Cahiers ont accompagné sa trajectoire. Même dans les périodes les plus improbables, dans les années 70, la période politique les plus difficiles à tout niveau, parce qu'on voyait pas tellement ces films, les Cahiers étaient encore là, ils étaient à peu près les seuls, mais ils étaient encore là. Et donc, effectivement, moi, quand j'arrive, tout ça, il y a 2000 ans d'histoire derrière moi, si je puis dire. Donc, de toute façon, faire un numéro spécial Godard, non, c'était à un moment une idée, parce que je crois qu'il venait d'avoir 60, il allait avoir 60 ans, c'était en 90, voilà, c'est ça, donc il allait avoir 60 ans. Donc il y avait peut-être l'idée d'essayer de faire si ce n'est un bilan, mais du moins d'essayer de regrouper, de retrouver la totalité de cette œuvre tellement à la fois énorme, mais en même temps extrêmement fragmentaire, parce que tu parles de 100 films, mais c'est pas 100 films qui sont sortis en salle. Parmi les 100 films, il y a peut-être 50 films qui sont sortis en salle. Le reste, c'est des choses qui ont pu être vues, parfois très peu. Moi, je suis allé chez lui à l'époque alors, il voulait pas faire d'entretien, donc on n'a pas fait d'entretien. Bon, il en avait déjà fait un certain nombre dans les Cahiers, mais j'ai passé une après-midi chez lui à Arles, donc entre Lausanne et Genève, donc dans un moment comme ça où il est quand même, c'est quelqu'un d'assez timide finalement, Godard, ou en tout cas qui ne parle pas beaucoup comme ça dans un premier abord. Donc évidemment quand vous arrivez, moi j'étais évidemment beaucoup plus intimidé, donc c'est assez curieux parce que finalement on se disait pas grand-chose. Mais enfin il y avait quand même quelque chose qui passait. Il me montrait des trucs, il me montrait des collages, il m'a montré des films justement qui n'étaient pas visibles tellement. Je me rappelle particulièrement d'un film qui s'appelait Le rapport Darty, qu'il avait fait, que Darty lui avait commandé et qu'il avait complètement détourné, qui était quand même un truc assez curieux. Bon, bah bref. Donc ce numéro spécial, voilà, c'était un peu à l'époque pour regrouper toutes ces choses qui étaient très très éclatées, faire une filmographie commentée de Godard, ce qui n'avait pas été facile parce que encore une fois tous les films qu'on connaît bien, bon ça va, mais tous les autres qui sont éclatés un peu partout, les films politiques et tout ça, c'est quand même très très des rétrospectives globales de Godard, il n'y en a pas eu tant que ça. À l'époque, il y en avait eu très peu. Donc voilà, ça a été un peu pour recomposer cette figure finalement à la fois très unitaire, très forte, qui a une aura énorme et qui en même temps est assez méconnue et assez dispersée, voilà, un peu partout. Et je pense qu'elle est encore beaucoup plus méconnue aujourd'hui parce que Godard est un nom que tout le monde connaît plus ou moins, mais je sais pas si ça représente aujourd'hui. Enfin, j'ai le sentiment que ça représente pas ce que ça a représenté. Bon, à l'époque, Godard, c'était, bon, j'y étais pas vraiment, mais j'ai lu, enfin, j'en ai parlé avec des gens et j'ai lu. C'était quand même chaque film de Godard était un événement. Enfin, il y avait un vrai truc. C'était en train de devenir une star. Enfin, quand on lit les deux livres d'Anne Wiazemski qu'elle a écrit sur sa relation avec Godard, je sais pas si vous en avez entendu parler. Une année, je sais plus comment ça s'appelle, Une année studieuse. Je crois que c'est le premier ou le deuxième. Enfin bon, elle a écrit 3 livres. Le premier c'était sur Bresson, donc le tournage de Au hasard Balthazar. Ensuite
où Godard rencontre apparaît avec très Godard et la brièvement. Chinoise, Et puis ensuite, il y a les deux livres. Bon. Donc, on voit bien, je crois que, quoi qu'on pense des livres, de la qualité littéraire des livres ou quoi que ce soit, on voit bien que Godard, c'était vraiment une star, quoi. À l'époque, il allait sur les campus aux États-Unis, et puis que ça montait vers 68, et que tout ça allait culminer, voilà, à la fin des années 60, et que Godard, le geste que Godard a fait, qui est énorme à cette période-là, c'est qu'il a refusé, enfin, son statut de star, il est descendu de son socle, et il a refusé son statut de star pour aller faire des films militants que personne ne voyait plus, et qui était sans doute pas ce qu'il a fait de mieux dans sa carrière de cinéaste. Enfin, c'est un geste assez étonnant, parce qu'il y a peu d'artistes qui ont eu affaire à ça et qui l'ont réellement fait. Donc on peut saluer ça. Mais moi, ce que je me dis, c'est que Godard aujourd'hui est à la fois un nom extrêmement célèbre et en même temps quelqu'un dont d'un peu illisible malgré tout aujourd'hui, quoi. Enfin, c'est un sentiment comme ça assez diffus, et que peut-être il va peut-être redevenir plus présent. En fait, je crains, il le sait très bien parce qu'il lui-même l'a dit, qu'il va falloir qu'il meure pour devenir quelqu'un qui non, mais il le dit lui-même, hein, donc c'est même pas moi qui le dis. D'ailleurs, il lui-même dit que le nom, et c'est pour revenir un peu sur la question du langage, son nom donc cache au fond son œuvre. C'est-à-dire que finalement on connaît surtout son nom, la marque, le signifiant Godard, mais qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a derrière? Or lui dit, alors après il joue aussi un peu parfois à l'idiot, mais il dit que voilà, il préférait qu'on connaisse moins son nom et qu'on aille un peu plus voir sur ses films ou ce qu'il a fait. Et alors j'en viens, puis après on passera la parole à ceux et celles qui veulent l'apprendre. Quand tu as rencontré pour cette interview, puis ensuite quand tu as revu Anna Karina, dont je précise que c'est le pseudonyme que Coco Chanel a donné à son jeune mannequin de 17 ans qui venait du Danemark. Bon, mais enfin, tout ça est assez connu. Bon, mais comment elle était? Elle était dans la... Elle avait un bon souvenir, entre guillemets, c'est un peu idiot de dire ça, mais elle était en position de détestation, au contraire d'admiration? Non, elle n'était pas en position de détestation. Elle s'est mariée 3 fois, elle a une vie aussi un peu compliquée, un peu triste même. Elle a eu des hauts et des bas, comme on dit, effectivement. Non, à l'époque, enfin, encore une fois, c'était il y a un petit moment déjà, parce que c'était en 90, elle était contente de parler, notamment au Cahier du cinéma, ce qu'elle n'avait pas fait beaucoup, très peu, elle n'avait pas raconté vraiment toute cette période-là de façon un peu plus soutenue. J'ai pas relu cet entretien, mais enfin, je pense qu'il contient pas mal de choses qu'elle a pu répéter ensuite après. Et du coup, je crois qu'elle était assez émue de reparler de cette époque, qui était déjà un petit peu éloignée quand même, hein. Ouais. C'est déjà 25 ans plus tôt. Et ça me paraît, enfin, ce qu'elle dit, c'est ça, enfin, en dehors des anecdotes, du récit le plus précis possible de cette période-là, et à l'époque c'était possible, c'est quand même que ça l'a mis à un endroit auquel elle n'aurait jamais imaginé aller. Enfin, elle avait effectivement envie d'être actrice, comme une starlette peut-être, ou comme une jeune comédienne. Sa mère était effectivement costumière, avait travaillé un petit peu avec Dreyer. Bon, il y avait quand même un environnement qui n'était pas n'importe lequel, mais je pense que c'était vraiment l'idée qu'elle avait fait avec Godard, quel que soit les aléas qu'il y a pu avoir pendant après, une rencontre qui était décisive. Et bon, effectivement, Anna Karina dans les années 60, c'est une icône, on peut le dire aujourd'hui, et c'est Godard quand même qui l'invente, quoi, littéralement. Ça n'enlève rien à son génie à elle de comédienne, mais enfin, en tout cas, cette rencontre, cette étincelle-là. Donc ça, elle en était extrêmement touchée, et je pense surtout très touchée de pouvoir en reparler, et de pouvoir redire les choses qu'elle n'avait encore une fois très peu dites, et on n'était pas venu beaucoup la chercher à l'époque pour parler de tout ça, quoi. Parce que finalement, à l'époque, bon, c'était quand même évidemment un peu mythique, mais ça l'est devenu encore peut-être davantage après, finalement, parce que on s'éloigne, plus le mythe grandit d'une certaine façon. Et quoi qu'on pense de la nouvelle vague de Godard et ainsi de suite, de toute façon, on peut pas nier, il suffit de revoir un film de Godard de cette période notamment, on peut pas nier l'importance que ça a pu avoir à ce moment-là, et peut-être bien davantage. Et encore une fois, moi, j'étais surtout, enfin, je reviens 2 secondes à Alpha évidemment, j'étais assez frappé à quel point cette problématique qui est dans le film, c'est-à-dire la question de l'angoisse de la ville, menaçante, du système totalitaire, quand même des ordinateurs centraux, la technique, enfin bon, qui est effectivement pas une problématique qui date d'aujourd'hui, hein, entre Heidegger et ainsi de suite. Bon, c'est pas quelque chose de neuf, mais à quel point finalement ça reste extrêmement, c'est quand même
très contemporain, même si on pourrait dire le film a peut-être vieilli sur certains points, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui reste très contemporain et très actif, me semble-t-il, dans ce film-là notamment, et également dans d'autres films de Godard. Et moi, je pense souvent à cette phrase que j'indiquais juste au début de l'ouverture de cette soirée, c'est que quand les journalistes l'interrogent sur son film, c'est Dabi, enfin, qui lui pose la question, pour Le Monde, et c'est un film de science-fiction, un film d'anticipation, etc. Vous décrivez le futur, et il répond non, je décris le futur présent. Et quand on voit tous les échecs, j'allais dire, de tous les prospectivistes et futurologues, c'est vrai que le boulot de ceux qui veulent essayer de saisir ce qui travaille en profondeur nos sociétés, c'est de voir qu'est-ce qui est futur déjà là, d'une certaine manière. Hein. Et ce film-là a cette démarche. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est qu'il y a un côté à la fois futuriste et en même temps un futurisme un peu délabré. Il y a des trucs qui sont très délabrés en même temps. C'est-à-dire que toute espèce des sous-sols, les trucs. Enfin, il y a quelque chose d'un peu délabré là-dedans. Et c'est intéressant parce que je préfère une petite comparaison qui n'a a priori, enfin c'est quelque chose, mais on retrouve ça d'une toute autre manière, avec beaucoup plus d'argent, beaucoup plus d'éléments, dans Blade Runner, qui a évidemment pas de rapport beaucoup immédiat, en tout cas, avec Alphaville, mais dans Blade Runner, ce qui était intéressant, je trouve, c'est la manière dont la ville est à la fois une espèce de délire technologique, puis en même temps, où tout se décompose à l'intérieur. Enfin, tout est suintant, tout est vraiment en train de se décomposer. Il y a un peu de ça dans Alphaville, de manière moins déployée, mais il y a un petit côté comme ça, parce qu'en même temps, il y a ce délabrement qui est souterrain, finalement, derrière les apparences comme ça de la lumière et de l'électricité pour aller très vite. Alors le statut des femmes, évidemment, c'est d'être séductrice de rang A, 2, 3, etc. Mais dans Soleil Vert, la femme est un mobilier. C'est vrai. Hein, oui, il y a quelque chose de commun. Là, il y aurait à saisir dans la science-fiction un peu des filiations. Alors, réaction, question. Oui, il y a une question sur la lumière. Ce film me frappe parce qu'on voit les sources de la lumière. En général, dans les films, on voit pas. On est ici la Cité de l'Architecture. Pour nous, la lumière, c'est ce qui frappe une paroi, comment ça met des espaces en valeur. Et là, on a des flashs en pleine poire. Enfin, à un moment, ils sont sur le palier, il y a une pendule, il y a une ampoule qui se promène. Donc, enfin, si vous pouvez nous dire quelque chose, mais je trouve que c'est pas fréquent que dans un film, on privilégie les sources. Bon, on a parlé de la qualité du noir, la qualité du blanc. Bon, ils en parlent beaucoup d'ailleurs de la lumière, mais est-ce que vous avez nous dire un peu plus sur cette question de montrer les sources et même de nous aveugler quelquefois avec ces sources? Ça tient à la volonté de ne pas tourner justement avec de la lumière artificielle qui est en général une lumière, une lumière extérieure. C'est très... d'une part, je dirais ça tient à l'idée que chez Godard quand même, on n'oublie jamais qu'on est au cinéma. Enfin, il est quand même dans une espèce de déconstruction immédiate comme ça du cinéma permanent. Donc pour moi, ça en fait partie. C'est-à-dire que en fait, il transgresse les règles, c'est-à-dire qu'il montre ce qu'il ne devrait pas montrer. C'est un exemple, qui n'a rien à voir, mais qui est très parlant par rapport à la musique, par exemple. À la fin, je ne sais pas si vous avez vu Sauf qui peut la vie, donc qui est un film des débuts des années 80 avec Dutronc, Isabelle Huppert et Nathalie Baye. À la fin de ce film, on voit l'orchestre apparaître, alors que normalement, c'est une des règles de base du cinéma, c'est de ne jamais faire apparaître ni l'appareillage, ni la musique, bien évidemment, ni la lumière. Donc pour moi, ça participe de cette idée-là que, d'une certaine façon, à un moment donné, le cinéma doit se montrer en tant que tel, et on va pas faire comme si... On n'est pas dans une artificialité, dans la recréation, disons, artificielle d'une réalité. Voilà, c'est peut-être ça la conscience, c'est d'avoir conscience aussi d'être là où on est, c'est-à-dire dans cette ville qui est Alphaville, mais en même temps qui est aussi Paris, dans cette conscience que la lumière, c'est aussi ça. Mais ça tient au fait qu'il voulait vraiment faire un film sans source de lumière extérieure. Donc forcément, les sources de lumière qu'on voit, c'est celles qu'il a à sa disposition, et il n'y a aucune raison de les masquer, parce que ça fait partie du système esthétique du film, quoi, vraiment. Donc j'ai pas d'autres explications par rapport à ça. C'est un choix qu'il a fait. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il a continué à faire ses choix dans d'autres films beaucoup plus tard. À partir du moment, dans les années 90, il continue à faire des films où il veut plus... Je me souviens très bien d'avoir parlé avec un chef opérateur qui avait travaillé avec lui sur un film, je crois que c'était un film qui s'appelait Loge de l'amour. Et donc, si vous voyez ce film qui est aujourd'hui un peu oublié, qui doit dater de 97, c'est pareil, il n'y a aucune lumière artificielle. C'est un film qui est fait sans lumière, donc sans lumière extérieure, mais avec de la lumière apparente. Donc au fond, c'est ça. Oui, mais
pas de lumière artificielle et puis nous coller des flashs en pleine poire, c'est pas tout à fait la même chose. Bah, en même temps, il n'y avait pas tellement de choix, parce que c'est aussi le système, enfin là on peut rentrer dans la métaphore, mais ce système totalitaire dont il parle dans le film, c'est quand même un système qui fonctionne aussi à partir de la lumière, hein, l'électricité, et c'est cité, hein, pourquoi les gens sont tristes, parce qu'il manque d'électricité, c'est à un moment donné ce que dit Anna Karina. Donc je pense que ça tient aussi à ça, c'est-à-dire à l'idée que la projection lumineuse est aussi une agression qui fait partie du système de pouvoir à l'intérieur de cette ville. Enfin, oui, du contrôle. Moi, c'est comme ça que je l'entends, en tout cas, en dehors effectivement du parti pris dont je parlais. D'autres. De toute façon, il y a chez Godard un système aussi, assez régulier d'agression du spectateur aussi, qui fait que ça participe aussi de ça, d'une certaine façon. C'est pas quelqu'un qui met le spectateur dans le confort ou dans l'aisance, on va dire. Oui, du reste, par rapport à d'autres films de Godard, j'ai trouvé celui-ci excessivement audible. Oui. Parce que souvent, tu as les bruits extérieurs qui rentrent par la fenêtre qui est ouverte. Je pense à Deux ou trois jours sous le CDL, la région parisienne, c'est comment s'appelle-t-elle Marina Vladi. Oui, Marina Vladi, on n'entend pas exactement ce qu'elle raconte. Mais c'est pas grave, parce que c'est aussi la signature de Godard. Ça, c'est quelque chose qu'il revendique totalement, parce que moi, j'avais fait un autre entretien avec lui plus tard. Alors, c'était le 1er janvier, ou pas le 1er janvier, mais quelques jours après le début 2000, donc le premier mercredi de l'année 2000. Ça aurait été d'ailleurs 2001, ça aurait été pareil. Donc, Sirène qui se déclenche à midi, donc comme tous les mercredis, les premiers mercredis. Et on continue l'entretien quand même, donc je lui dis, vous voulez arrêter? Non. En fait, après il me dit, non mais moi j'adore quand il y a deux sons qui se combattent et je ne cherche pas à faire en sorte que l'un ou l'autre gagne. Enfin, je veux dire, c'est pas l'idée de la dialectique où il y aurait un truc, c'est que effectivement il aime, je pense, la confrontation. Voilà, il aime la confrontation. Voilà, exactement. Donc ça fait partie de son travail, de son appréhension du monde aussi. Oui, du reste, ce travail sur le son, par exemple, quand la nageuse fait une figure sous l'eau et elle ressort, et là, alors là, c'est d'une pureté cristalline, hein, ce bruit du corps contre l'eau, hein, c'est magnifique. Hein. Oui. Oui, alors hier j'ai vu Vivre sa vie, et il y a aussi les profils d'Anna Karenina, d'un côté, de l'autre, assez fixe. Le gros plan d'elle, je crois que j'en ai jamais vu un aussi gros. Donc vous qui êtes des cadillers du cinéma, peut-être que vous connaissez un gros plan. Il y avait l'œil et juste une partie du nez, et c'est tout, ce qui est stupéfiant. Et le HLM, alors là, c'est explosif. Vous voulez dire l'hôpital de la longue maladie? C'est ça. Ah oui, ça c'est assez connu d'ailleurs, comme c'est devenu une expression un peu connue. Enfin, pas énormément, mais oui, c'est une assez belle expression, je trouve. Enfin, c'est magnifique. Encore une fois, la question de prendre les choses un peu au pied de la lettre, donc avec un certain humour aussi, quand même, parce que quand même l'humour chez Godard il est quand même très important aussi. Il faut jamais oublier ça quand même, surtout à cette époque-là. Il y a quand même quelque chose d'assez tonique et d'assez. Le film est assez mélancolique et grave parce que je pense qu'il est quand même imprégné à la fois par cette inquiétude contemporaine, mais également par la fin de cette relation avec Karina, qui était quand même assez dramatique, je crois, quand même. Hein. Il y a eu des tentatives de suicide. Enfin, ça n'a pas été quelque chose de très facile. Mais en même temps, voilà, la désinvolture, l'humour de Godard reste quand même omniprésente. Et ça, mais sur le gros plan, c'est vrai qu'il est d'une beauté inouïe, quoi. Et puis ça occupe tout l'écran. Une toute petite partie du visage. Ça, j'ai rien à dire, hein, parce que ça se suffit à soi-même. Enfin, ça Ah, des aussi gros, je ne saurais dire là comme ça. Ah oui, c'est ça la question. Oui, dans ça, c'est difficile. Bah, à part les gros plans de Falconetti dans La Passion de Jeanne d'Arc, qu'on voit justement dans Vivre sa vie. Donc c'est pas un hasard, qui est quand même un peu une espèce de matrice sur la question du gros plan de visage, où le visage devient un paysage, comme on dit. On voit presque les détails, mais ça dure plus longtemps. Les plans durent plus longtemps dans le film de Dreyer. Non, sinon je vois pas d'autres films où il y a Bergman était aussi un très grand cinéaste du gros plan de visage féminin. Je ne sais pas si c'est plus gros ou moins gros, mais enfin, on pourrait dire que c'est comparable par certains côtés. En tout cas, je me souviens même d'ailleurs avoir fait des collages, dans ce numéro spécial des Cahiers, vous avez fait des comparaisons de photogrammes, de photos entre des films d'Antonioni et Godard, entre des films de Bergman et Godard, voilà, et notamment sur cette question du gros plan, il y avait quelque chose de très commun entre Bergman et Godard sur l'appréhension du visage féminin, notamment. Oui. Mais après, pour dire qui a fait le plus gros, ça, je ne sais pas.
Non, puis la beauté aussi des gestes. Quand ils sont tous les deux dans la chambre et qu'elle demande qu'est-ce que ça veut dire aimer, et tout d'un coup il y a cette espèce de caresse, le film lui-même devient caressant. C'est assez époustouflant quand même. Non ? Il y a l'idée aussi qu'on peut tout se permettre parce qu'on peut à un moment donné il y a quand même l'image en négatif vers la fin. Il y a cette idée à un moment donné. Il y a les reflets. Il y a la répétition d'un mot comme ça qui arrive 5 fois. Je sais plus quel mot, mais ça m'avait frappé en voyant le film. Bon, enfin il y a quelque chose. Il y a quand même une invention dont on peut penser ce qu'on veut, mais il écrit vague avec 3 V qui sont précisément des vagues d'écriture. Il adore l'écriture d'ailleurs aussi. Je pense que c'est il aime le langage, mais il aime l'écriture aussi au sens visuel du terme. On voit souvent des traces d'écriture dans ces films, c'est quelque chose d'extrêmement répandu, surtout dans les années 60, enfin surtout dans les films de cette période.